Peut-on être scientifique chevronné, pionnier de la fuséologie et adepte de la magie sexuelle sans vivre schizophrène? Eh bien, Jack Parsons, celui qui a créé le carburant qui nous permet d'atteindre les étoiles, n'avait aucun problème à jongler entre magie noire et science. Et comme vous vous en doutez, parce que vous êtes sur cette chaîne, eh bien, ses goûts explosifs lui ont apporté beaucoup de soucis. Police, FBI, avec toujours cette impression qu'une force supérieure le suivait. La vidéo sera longue, on s'en excuse d'avance, mais si vous restez jusqu'à la fin, je vous enverrai soit des shortbread, soit du whisky McFluse, 30 ans d'âge par pigeon voyageur. Impossible de zapper son enfance puisque tout a commencé là-bas. Né le 2 octobre 1914, Jack, élevé par une mère célibataire, ne manque de rien et vit très heureux jusqu'au collège. Jugé efféminé par les autres garçons, il se retrouve isolé. S'il savait quel tombeur de femme il allait devenir, il se serait collé à lui. Puisqu'il ne peut pas jouer au football avec les autres garçons, eh bien, le jeune Jack tente quelques rituels kabbalistiques dans sa chambre, au risque de la brûler. Il tombe aussi amoureux des mathématiques, qu'il considère comme le langage clé de l'occultisme. Pour le jeune garçon, la magie était une science non encore comprise, et cette idée, vous allez le voir, va le suivre toute sa vie et explique ce qui pour le corps scientifique semblait incompréhensible. Mais ce qui le fascine autant que l'odeur de soufre, ce sont les fusées qu'il découvre grâce à Jules Verne et H.G. Wells. Pour les scientifiques de l'époque, les fusées relevaient du pur fantasme. Bon, entre-temps, Jack s'est fait enfin un ami qui partage le même amour des fusées. Avec Ed Forman, il s'amuse désormais à faire décoller des fusées en carton dans les terrains vagues en utilisant de la poudre à canon qu'il récupère sur les feux d'artifice. Ah, les explosifs! Eh bien, vous allez voir que c'est comme si le destin les avait liés à celui de Jack Parsons. Comme par exemple se faire renvoyer de l'école militaire à 15 ans pour avoir fait exploser les toilettes, ou ne trouver du travail que dans une usine d'explosifs. Justement, grâce à ce travail, Jack Parsons a la possibilité de tester de nombreux mélanges explosifs pour ses fusées. N'ayant pas de formation formelle en ingénierie ou en physique, il dévore la littérature disponible et entretient des correspondances avec des chercheurs à l'étranger. Parce qu'à Los Angeles, le corps scientifique le méprise. Entre le manque de diplôme et la lubie des fusées, il passe pour un fou. Sauf un ingénieur, Frank Molina. Il rejoint Ed et Jack dans ce que les autres vont appeler désormais la Suicide Squad. Et l'équipe doit s'autofinancer. Et cela va entraîner de gros sacrifices. Hélène, la première épouse de Jack, ne verra jamais la couleur de l'argent de la popote. Par contre, elle aura une vue impérissable sur un laboratoire clandestin à domicile qui fabrique de la nitroglycérine pour financer les recherches. Heureusement, il décroche un contrat juteux avec l'US Navy qui, en pleine guerre mondiale, a besoin de missiles. Les trois suicidaires fondent le Jet Propulsion Laboratory. Ils ont à peine le temps de sabler le champagne que les choses se gâtent pour Jack. Ah ben oui, parce que sous les feux de la rampe, sa vie intime scabreuse est en pleine lumière. Tout commence quand il témoigne en tant qu'expert en explosifs à un procès. Il est jeune, il est beau, il est brillant. Tout le monde veut en savoir plus sur le chantre idéal. À condition que la belle-mère apprécie le polyamour dans le cadre de pratiques occultes. En grandissant, le petit Jack n'a jamais renoncé à l'occultisme, qu'il considère comme une science à expérimenter. Il est devenu avec son épouse un disciple d'Aleister Crowley, fondateur de Thelema, une secte qui, pour vraiment vous le simplifier, sinon on va y passer la nuit, prône de faire ce que l'on veut. Ainsi qu'utiliser l'énergie sexuelle pour invoquer les esprits. Bon, ça permet surtout de s'encanailler comme on veut. Hélène, elle commence à en avoir assez de voir l'argent de la maison circuler entre les fusées et Crowley. Alors elle décide de faire un break et à son retour, oh, surprise, sa petite sœur Sarah lui ouvre la porte.
Elle lui annonce que c'est elle, désormais, l'épouse de Jack. Alors, vous verrez par la suite qu'il ne faut pas être cardiaque avec Sarah. Puis, larmes, Hélène le quitte, mais qu'à cela ne tienne! Jack et Sarah emménagent avec d'autres membres de Téléma dans une grande maison pour y pratiquer tranquillement leur foi. Orgie sous fond de cérémonies occultes, abattage de son propre bétail pour des fins rituelles. Bon, au moins, eh bien, ils avaient de quoi alimenter le barbecue du dimanche. Des nuits bien remplies donc, qui rendent les journées bien difficiles. Manque de sommeil, négligence sur la sécurité. Les partenaires de Jack commencent à grincer des dents. Ils ont du mal à comprendre que, pour Parson, les pratiques occultes sont une autre forme d'expérimentation où la volonté et la parole remplacent les équations. De plus en plus isolé par la communauté scientifique, Jack Parson ne tarde pas à attirer le regard de la police et du FBI. Un garçon de 16 ans déclare avoir été agressé par les membres de la loge durant une orgie et les voisins soutiennent avoir vu une femme enceinte plongée dans le feu. Alors, ajoutez à ça quelques connaissances marxistes, eh bien, Jack Parson se voit bientôt viré de l'entreprise qu'il a lui-même créée. Un malheur n'arrive jamais seul. Alors, non seulement le FBI bloque sa nouvelle société pour suspicion d'espionnage, mais en plus, en louant des chambres pour justement gagner un peu d'argent, Jack rencontre Ron Hubbard, le futur papa de la scientologie. Tu as un ami comme ça, tu n'as pas besoin d'ennemis. Au début, c'est une véritable communion d'esprit. Hubbard l'assiste même en 1945 lors d'une cérémonie pour incarner sur Terre la déesse Babylone. Sauf que l'ami Hubbard entame aussi une liaison avec Sarah. On a beau crier au polyamour, il y a des choses qui font mal. Bon, à la limite, il aurait pu le remercier puisqu'il rencontre la sulfureuse Marjorie Cameron qu'il considère comme la réincarnation de Babylone. Oui, sa cérémonie aurait marché. Sauf que Hubbard va quand même pousser le bouchon jusqu'à lui voler ses économies. Et au moment où Jack veut porter plainte, Sarah s'en mêle. Elle le menace de porter plainte pour agression sexuelle s'il ne les laisse pas partir, Hubbard et elle, avec le pognon. De 1946 à 1952, Parson se noie dans les problèmes financiers à cause du FBI qui, lui, est en mode bulldog, qui ne veut pas lâcher sa peluche. Leur nouvelle marotte est de le soupçonner d'espionnage pour le compte des Israéliens. Bon, en fait, ce qui les dérange vraiment, ce sont juste ses convictions métaphysiques. Enfin, en 1952, une lueur d'espoir. Le gouvernement mexicain lui propose un contrat dans une usine d'explosifs. Justement, la tête dans les étoiles, Jack, qui espérait pouvoir émigrer en Israël, se dit que, à la fin du contrat, eh bien justement, il pourra y aller avec Marjorie. Le 17 juin, veille de son départ, Parson reçoit une commande urgente d'explosifs pour un plateau de cinéma. Il travaille dans son laboratoire en domicile quand l'explosion détruit le bâtiment. L'avant-bras droit arraché, les jambes et le côté gauche brisés, le côté droit du visage déchiré, Jack Parson est encore en vie quand les ambulanciers arrivent. Il essaie de leur parler, mais décède dans l'ambulance, il avait 37 ans. Tout le monde n'a pas cru en la thèse de l'accident malheureux, même au sein de la communauté scientifique. Jack avait beau prendre les mesures de sécurité par-dessus la tête, eh bien, une erreur de débutant, ce n'était pour eux juste pas possible. On parle quand même de Jack Parson, le roi des explosifs, celui qui a créé le carburant qui alimente nos fusées. Peu importe, cette vidéo touche à sa fin. Si vous êtes resté jusqu'au bout, n'hésitez donc pas à vous manifester puisque Mémé vous a promis soit des shortbread, soit du whisky. Tant que c'est la vieille qui paye, moi j'y vois aucun inconvénient. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.